venus aussi nombreux. Donc pour la troisième année consécutive, la romance est l'une des thématiques du Salon du Livre. Et pour la deuxième année, nous avons droit à une conférence sur la romance adolescente ou romance young adult. Et ce qui montre à la fois le dynamisme et le succès du genre. Rien qu'à vous voir aussi nombreux aujourd'hui, on peut voir que c'est un genre qui n'est pas prêt de s'épuiser encore. Donc un peu de vocabulaire d'abord pour bien rétablir l'effet de la situation. À savoir donc, la romance est tout simplement une histoire d'amour qui finit bien. Et le young adult, ce sont des romans qui ont pour héros des personnages qui ont entre 14 et 19 ans à peu près dans une acceptation assez large, mais par contre qui ont un public beaucoup plus large puisque c'est un public qui est à la fois adolescent et adulte. Donc pour décrypter ce phénomène, donc, à mes côtés trois auteurs aux univers complètement différents, trois auteurs aussi qui ont tendance à se détacher des codes de la romance classique, mais qui nous parlent aussi d'amour à leur façon. Des auteurs qui se placent souvent aussi aux frontières en fait, du genre de la romance et aux frontières aussi du genre young adult. Donc Georgia Caldera, Georgia Caldera qui écrit avant tout de la romance adulte historique mais aussi steampunk. Mais c'est surtout donc, la série des Larmes Rouges qui vous a fait connaître, une série qui a d'abord été éditée aux éditions du Chat Noir et qui aujourd'hui en cours de réédition chez J'ai lu, et le tome 3 justement vient de paraître ce mois-ci. Donc avec les Larmes Rouges, en fait, Georgia Caldera a choisi de revisiter à sa sauce le mythe du vampire. Charlotte Bousquet, vous êtes aussi une auteure qui est très prolifique, vous écrivez aussi bien des romans adolescents, des romans jeunesse, des romans réalistes et des romans fantastiques. Et avec ce feu qui me consume, vous avez choisi en fait de revisiter un classique, donc La Dame aux Camélias. Kat Clark, vous avez aussi écrit beaucoup de romans, donc des romans qui sont tous traduits et publiés dans la collection R, qui est la collection jeunesse de Robert Laffont. Des romans qui ont en commun d'être tous réalistes, de parler de thèmes forts, poignants, des thèmes qui nous prennent parfois à la gorge, qui sont dérangeants. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans votre romance adolescente qui est Kiss in the Dark. Donc justement, pour débuter face à autant de diversité, il sera intéressant qu'on explore en fait vos univers respectifs. Donc Kat, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter Kiss in the Dark et nous parler de la genèse de cette romance? Yes, great. Hello, it's lovely to be here. Kiss in the Dark is a love story, so it's very appropriate that we're here today. And it's a love story between two girls, but you don't know that when you start reading the novel. You don't know it from the back of the novel. And it was inspired by a real news story that happened in the UK where a girl disguised herself as a boy in order to lure a girl into dating her. But in A Kiss in the Dark, it's a case of mistaken identity. The two girls meet online and one of them doesn't realise that the other one is in fact a girl. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici parmi vous. Je vais vous parler de A Kiss in the Dark. A Kiss in the Dark qui est une histoire d'amour. Il est donc tout à fait approprié que je sois ici pour en parler aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire d'amour entre deux filles. Ceci étant dit, ces deux filles ne savent pas à l'origine du roman, au début du roman, qu'il s'agit bien de deux filles. C'est une histoire qui est inspirée de faits réels qui sont déroulés au Royaume-Uni et qui ont concerné deux jeunes filles dont l'une s'est déguisée en garçon pour séduire l'autre. Donc dans A Kiss in the Dark, on retrouve cette sorte de confusion identitaire qui est la base de la trame du roman. Alors Charlotte, avec donc ce feu qui me consume, vous inaugurez en fait une nouvelle collection chez Rajo. Donc c'est la collection In Love, une collection donc avec trois romans qui viennent de paraître et qui a présenté donc dans sa présentation en fait presse donc des romans librement adaptés de grands textes classiques. C'est le roman d'amour qui est remis à l'honneur, une alternative littéraire aux séries romances qui fleurissent au rayon ado. Donc il y a vraiment la volonté de se détacher de ce qu'on peut trouver en romance adolescente classique. Et une jeune génération d'auteurs qui vont rendre hommage aux chefs-d'œuvre intemporels. Et surtout aussi une nouvelle collection qui a choisi de parler donc du fond, mais aussi de la forme, avec des romans avec des couvertures qui montrent justement ce côté romance, des rabats et les histoires d'amour sont éternelles. Donc est-ce que justement vous
pouvez nous parler de la genèse de cette collection, la manière dont on vous a approché et on vous a présenté cette collection, et vous, après, pourquoi est-ce que vous avez choisi de revisiter la Dame de Kabelia, et pourquoi avoir placé cette histoire en Italie? Ça fait beaucoup de questions. Donc, In Love. Écoutez, c'est simple, il y a quelques années, Raju avait eu envie de revisiter les classiques de la littérature. Et peut-être parce que c'était pas le moment, peut-être parce que la collection n'a pas trouvé son public, en fait, ça n'a pas marché. Sauf que Fabien Clavel, comme moi, avons lu 5 cartes à abattre de Michel Honnecker, qui était une réinterprétation de la Dame de Pique. Et c'est Fabien qui a convaincu Caroline qu'il fallait absolument redonner vie à ça, que c'était vraiment que nous on a commencé à en parler entre nous en se disant mais c'est trop génial, revisiter les classiques et tout ça, et puis ça, est-ce que tu penses que tu verrais plutôt, par exemple, je sais pas, on veut parler du Cid, est-ce que tu verrais plutôt ça, je sais pas, une guerre des gangs, bon, ça commence à monter comme ça. Et puis donc Caroline Westberg, notre éditrice, a dit mais effectivement allons-y. Et pourquoi pas des histoires d'amour. Et effectivement, bon, les histoires d'amour sont éternelles, c'est vrai, c'est des thématiques que l'on trouve de toute façon, que l'on trouve dès l'Antiquité, que l'on va trouver dans des passions, amour, jalousie, haine, vengeance. On les trouve dans les tragédies grecques, la conquête d'un amour impossible, on pense à Cyrano de Bergerac. Et nous, donc voilà, la pression a commencé à monter, on s'est tous mis la pression. Et c'est comme ça, je dirais, que la collection est née, avec effectivement une volonté de se réapproprier les classiques, d'en donner une lecture différente, une lecture subjective, et surtout de faire aimer des textes qui nous ont vraiment touchés. Donc pour ce feu qui me consume, la Dame aux camélias, donc moi j'ai quelques trous dans ma culture personnelle, et il se trouve que je n'avais jamais lu du Ma Père, du Ma Fille jusqu'à il y a 2 ans. Et donc, comme je suis assez boulimique, j'ai commencé à lire du Ma Père, du Ma Fils. Et la Dame aux camélias, en fait, c'est tombé au moment où on commençait à parler de mais toi, tu vas choisir quoi comme première in love. Et j'ai lu la Dame aux camélias en trajet en train, et j'ai pris des notes comme une folle, et j'ai pleuré. Et j'ai adoré les personnages, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et pourquoi l'Italie? Parce que Florence surtout, Florence est une ville qui me fait rêver, c'est une ville dans laquelle j'aimerais revenir. Alors je sais que ça peut faire grincer des dents, mais moi les ponts, les canaux de l'amour, ça me fait complètement flipper. Et comme je suis un petit peu à l'ouest, je ne savais pas que ça existait avant d'aller à Florence, donc voilà. Je crois qu'il y a plein de choses qui sont liées à cette ville. Il y a le côté complètement temporel. Aussi Florence, c'était à la Renaissance aussi une ville de courtisanes comme Venise. Mais donc je pense qu'il y a tout ça qui a fait que j'avais envie de situer ma romance en Italie, à Florence. Voilà. Merci. Alors Georgia, quand on pense au premier abord aux larmes rouges, on ne pense pas young adult, on pense adulte, parce que Cornelia a 19 ans et Henri est un adulte fait, et pas seulement parce que c'est un vampire qui a plusieurs centaines d'années. Mais au final, quand on regarde les thèmes qui sont évoqués dans les larmes rouges, des thèmes comme le mal-être, des thèmes aussi comme la quête d'identité, ce sont des thèmes qui sont explorés justement dans la romance young adult. Quand on regarde aussi votre public, il y a beaucoup d'adolescents qui vous lisent. C'est un public young adult. Vous avez aussi l'habitude d'aller à la rencontre de collégiens, aller à la rencontre aussi de lycéens. Et il y a même des professeurs de français qui commencent à étudier des extraits des larmes rouges, donc en cours au lycée. Donc est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces thèmes qui sont évoqués dans les larmes rouges, nous donner d'abord un résumé rapide de la série, et parler aussi pour ceux qui ont acheté le tome 3 et qui vont le découvrir dans les jours qui suivent, sans spoiler, qu'est-ce qui nous attend en fait dans ce nouveau tome des larmes rouges? D'accord, alors les larmes rouges, c'est une trilogie vampirique avec une romance effectivement entre une jeune fille qui sort tout juste de l'adolescence, qui n'est pas encore tout à fait adulte, parce que je pense pas qu'à 19 ans on soit encore tout à fait adulte, on n'a pas encore tout à fait construit sa personnalité. Et donc une
romance avec cette jeune fille et Henri, un vampire âgé de plusieurs centaines d'années. C'est effectivement, quand je l'ai écrit, a priori, c'était pas forcément destiné à un jeune public parce que c'est assez sombre, assez sanglant, mais il se trouve que finalement, la série a su conquérir un public assez jeune. Alors, pour vous la présenter un petit peu, ça commence avec Cornelia, qui, poussée par une voix qui s'est infiltrée dans sa tête, qui la harcèle sans cesse, va tenter de se suicider. Elle va se jeter d'un pont. Et elle va être sauvée in extremis par Henri de Malton, un homme froid, hautain, vous jetez de la suite, duquel elle est inexplicablement attirée, et en même temps, il y a un lien qui, sans qu'ils se connaissent, est déjà tissé entre eux, un lien mystérieux, et donc l'histoire commence comme ça. On va découvrir à travers elle la hiérarchie vampirique, les conflits de cette société, les règles qui les régissent. Et donc, petit à petit, une romance va s'installer entre Cornelia, qui se découvre peu à peu, et Henri, un vampire blessé. Voilà, ça va être assez compliqué. Et toutes les trois maintenant, pourquoi écrire au final sur de young adult? Qu'est-ce qui vous intéresse véritablement dans le fait d'écrire sur le monde adolescent, alors que vous-même, vous avez passé ce cap déjà? Yeah, quite a bit older. When I started writing, I didn't actually make a conscious decision to write for teenagers. I just started writing a story, and it happened to be about teenagers. But I think there's just, when you're a teenager, you're just trying to figure out who you are. It's such a fascinating time in people's lives, and there's so much to explore. With this, I could write 100 books and probably never get tired of writing about teenagers. And it's what I love to read, so that usually helps. Bien, quand j'ai commencé à écrire, je n'avais pas particulièrement l'intention de m'adresser à des adolescents ou à des jeunes adultes. J'ai simplement commencé à écrire sans y penser. Il se trouve que ce que j'écris a trouvé cet auditoire-là. L'adolescence, je crois, est un moment particulièrement fascinant dans la vie de tout un chacun. C'est un moment où l'on explore sa propre identité, où il y a une infinité de choses à découvrir. C'est un moment plein de nouvelles expériences à acquérir. Je crois que je pourrais écrire des centaines de livres sans jamais me lasser d'évoquer cette période-là de la vie. Et par ailleurs, c'est tout simplement ce que j'aime lire dans cette littérature. Voilà qu'on en est arrivé là. J'aurais tendance à dire pareil que 4. Et que je ne suis pas sûre d'être très sortie de l'adolescence. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, je trouve, dans le fait d'écrire, donc peut-être être adolescent ou jeune adulte, en gros entre 15 et X, pouvant être assez exponentiel, le fait d'avoir plein de choses à construire, à découvrir, d'oser aussi, ce qu'on ne fait pas forcément après. Je trouve qu'il y a, alors je ne vais pas parler d'innocence parce que c'est pas vrai, et que je crois que les ados, les enfants peuvent être aussi cruels que nous, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du possible qu'on ne retrouve pas après dans l'âge adulte. Ensuite, moi j'adore lire les romans ados, alors pas forcément young adult, c'est vrai que j'ai tendance à faire 12 ans et plus, donc c'est assez confus. Et voilà. Et je te laisse la main. Alors, c'est un peu pareil. Moi, à la base, quand j'ai écrit, ma démarche était avant tout de raconter une histoire qui me plaît, de la façon qui me plaît. Et je ne pensais pas ni aux étiquettes ni aux codes parce que je pense qu'ils peuvent être parfois, en tout cas dans mon cas, une barrière à l'imagination. Et il se trouve que j'aime, et dans Les Larmes Rouges, je l'ai particulièrement exploité,
beaucoup l'introspection parce que je trouve que ça assoit vraiment un personnage, ça le rend plus crédible. Et c'est vrai que c'est à l'âge adolescent où on a le plus en fait de réflexion, d'introspection sur soi-même puisqu'on est en train d'évoluer. Donc cette thématique-là me plaisait beaucoup. Et puis aussi évidemment les premiers sentiments, les premiers émois, la première véritable histoire d'amour, la découverte de la sensualité, c'était des thèmes qui me plaisaient, que j'avais envie d'aborder. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans Les Larmes Rouges. Alors on a noté ces derniers mois une réelle évolution en fait dans la littérature young adult, une littérature qui a de plus en plus tendance en fait à mettre de côté tous les romans paranormaux qui ont fleuri après Twilight, et on voit même que la vague dystopique à laquelle on a pu assister ces derniers mois commence vraiment à se ralentir au profit de romans qui sont beaucoup plus ancrés dans le réel et qui évoquent des faits de société. Et c'est le cas donc à Kat et Charlotte, notamment sur un thème qui est important pour la jeunesse, c'est celui de l'homosexualité. Vous évoquez notamment l'homosexualité féminine. Kat, dans revanche, un jeune lycéen, donc Kai, se suicide après qu'une vidéo où on le voit avec un autre garçon a tourné dans le lycée. Et dans le Kiss in the Dark, donc c'est une histoire d'amour entre deux jeunes filles, donc entre Kate et Alex. Charlotte aussi, Rush Tagada, donc c'est une jeune collégienne, Alex aussi, qui tombe amoureuse d'une de ses camarades, Layla. Donc il est évident que vous cherchez avant tout à raconter des histoires, mais il n'empêche qu'au final, on a aussi une leçon, et des leçons qui sont importantes et qui sont fortes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça justement? I do try and tackle big issues in my books. Sometimes people think they're too dark, but I think that's because a lot of adults underestimate teenagers and just what they can cope with, and how just reading about something can help you through a difficult experience. And I don't like to say that my books necessarily have a message, but sometimes they do. I think if you look at particularly Revanche and A Kiss in the Dark, it's just sort of think about how your behaviour affects other people and think about your actions before you act. Both of those books were inspired by real life cases. Revanche was inspired partly by the suicide of a young American called Tyler Clementi, who was outed by his college roommate online and sadly killed himself in 2010. So I kind of, when I see these terrible news stories, the only way I can deal with it really is to write about it. And luckily people seem to respond to that. But I think there's still room for all kinds of stories, fantasy and reality. I think you need a breadth of experience in that. I still like reading fantasy as well as John Green and Rainbow Rowell. Effectivement, dans mon travail, j'essaye de m'attaquer à des sujets parfois un petit peu lourds, trop lourds diront certains, mais je crois surtout que beaucoup d'adultes sous-estiment les adolescents, sous-estiment la capacité des adolescents à encaisser justement ce genre de thématique. Je crois que le fait de lire des livres qui traitent de ces sujets-là peut justement aider les adolescents ou les jeunes adultes à traverser ces périodes difficiles, à peut-être étoffer un petit peu leur expérience de la vie. Alors, tous mes livres ne comportent pas nécessairement de messages, parfois c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je crois que à la fois A Kiss in the Dark et Revanche s'intéresse notamment à la manière dont les comportements de chacun peuvent affecter, parfois très lourdement, son entourage et les autres autour de soi. Et c'est quelque chose, je crois, à quoi il faut réfléchir. En revanche, comme A Kiss in the Dark s'inspire de faits réels, pour le cas de Revanche, j'ai tiré mon inspiration du cas de Tyler Clementi, qui est un jeune américain qui s'est suicidé en 2010, parce qu'il avait été outé justement, son homosexualité avait été rendue publique par ses jeunes camarades, et cela l'a conduit au suicide. Et lorsque j'apprends des nouvelles aussi terribles, cela, moi, me donne envie d'écrire.
et d'écrire à ce sujet. Par ailleurs, je crois, pour revenir à ce que vous disiez, pour commencer, qu'il y a aujourd'hui de la place pour tout le monde dans la littérature pour jeunes adultes, que ce soit la littérature réaliste ou la littérature plus inspirée de fantasy. Moi, j'adore aussi la fantasy, notamment des auteurs comme John Green, par exemple. C'était la question, c'était donc sur les sujets sombres et l'homosexualité. Alors en fait, oui, donc Rouge Tagada, dans ce fait qui me consume, en fait, c'est vrai que le meilleur ami du héros est gay, mais c'est pas le problème, et d'ailleurs ça ne pose aucun problème. En fait, plus pour revenir à Rouge Tagada et à ce que disait Kat, là je reviens, j'étais il y a 15 jours à Angers, où j'ai eu la joie de rencontrer des classes de la 4e à la seconde pro, qui avait étudié Rouge Tagada, et en fait il y a une jeune fille qui est venue nous voir en nous disant que ça l'avait énormément aidée, parce qu'effectivement on parle de deux jeunes filles, Alex et Leïla, qui sont elles au collège. Alex tombe amoureuse de Leïla et ne sait pas trop comment lui dire, hein, avec une fin qui n'est pas forcément très gaie sur le coup. Mais ça permet aux gens, enfin aux ados et puis même aux adultes, d'avoir une parole qui se débloque. Et ensuite, moi, c'est des thématiques, mais c'est vrai que ça fait un peu copycat sur le coup, qui me tiennent beaucoup à cœur, que ce soit la différence, l'acceptation de l'autre, le fait d'aimer, de se dire que aimer, quand on aime, peu importe le sexe de la personne, ce qui importe, c'est les sentiments, ce qui importe, c'est ce qu'elle est, et ce qu'on peut éprouver l'un pour l'autre. Et je me suis rendu compte aussi que parfois c'était effectivement le regard des autres qui pouvait bloquer. Voilà. Donc voilà, et je pense que les romans adolescents, jeunes adultes permettent aussi d'évoquer des thématiques fortes comme l'homosexualité, comme là je suis en train de penser à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais qui est quand même une dystopie, qui est Les Substituts de Joanne Elliott, qui là aussi parle d'une autre forme de différence, et voilà. Georgia, vous nous offrez par contre une incursion dans le paranormal, donc avec des vampires. Alors il faut dire d'emblée que c'est des vampires qui sont très différents de ceux de Twilight. Et donc est-ce que justement vous pouvez nous présenter votre vampire, votre fascination pour l'univers fantastique, qui est un univers fantastique qu'on voit au final peu assez dans les young adults, et qui peut expliquer peut-être justement cette fascination qu'il a auprès du public aujourd'hui? Alors c'est vrai que dans Les Larmes Rouges, j'ai vraiment essayé de me raccrocher à mes références qui sont Anne Rice, surtout avec Entretien avec un vampire, Lestat, La Reine des damnés, Dracula de Bram Stoker évidemment, mais aussi la version de Coppola qui lui ajoute un côté plus romantique avec une vraie histoire d'amour. C'est vraiment la vision du vampire aristocratique, romantique et tourmenté par sa condition, par ce qu'il est obligé de faire pour entretenir son immortalité. Je me suis aussi inspirée des séries qui m'ont plu, du genre de la Communauté du Sud, True Blood, pour le côté un peu plus moderne, et pour ce qui est de l'instinct du vampire, un peu de Dexter, pour cette obligation, cet instinct qui les pousse à devoir tuer, même si ils en retirent forcément du plaisir, mais c'est pas forcément fait de gaieté de cœur. Voilà. Alors, un article très intéressant est sorti dans The Guardian le 24 février 2015 et est titré « Pourquoi autant d'adultes lisent les romans young adult et adolescents ?» Et il commençait par une étude qui a été faite en 2012 qui disait au final que 55% des lecteurs young adult étaient des adultes et que depuis ce taux a sûrement augmenté. Il continue en disant qu'en fait c'était considéré un peu comme honteux pour les adultes d'avouer qu'ils lisent des romans adolescents et young adult, et qu'aujourd'hui en fait c'est devenu si commun que beaucoup d'adultes en sont venus à créer même des blogs consacrés à ce genre de littérature,
à laisser des avis sur Amazon, sur Goodreads et tous les sites de ce genre. Et donc au final, est-ce que vous pouvez nous dire à votre avis pourquoi est-ce que autant d'adultes lisent et aiment la littérature young adult? Et on arrive juste à voir le public qu'on a aujourd'hui pour voir qu'effectivement on a plus d'adultes que d'adolescents. Et tout à l'heure dans vos files d'attente par rapport à vos dédicaces, effectivement il y avait autant d'adultes que d'adolescents. I think it probably started with Harry Potter. A lot of adults looking to younger literature. I don't know if it was the same in France, but in the UK they produced adult editions with different covers of the Harry Potter novels, so that they wouldn't feel embarrassed to read Harry Potter on the tube. But I think we're so far past that now. I see adults reading young adult books everywhere, and I think it probably comes down to the fact that in young adult novels it's all about the story, it's all about the characters, and this sounds like I'm being mean about adult novels, but they're very rarely boring. They move along at a pace, and I think everybody likes a book that that's hard to put down, and I think that's true of a lot of young adult novels, and I think it's great that adults are reading so many young adult novels. I'm really happy about that. Je crois que tout a commencé avec Harry Potter, on va dire. C'est à partir d'Harry Potter qu'un nombre croissant d'adultes ont commencé à s'intéresser finalement à de la littérature pour jeunes adultes. Et à vrai dire, je ne sais pas s'il en va de même en France, mais je sais qu'au Royaume-Uni, les éditeurs ont commencé à publier des ouvrages, des versions exactement, des versions destinées aux adultes, des ouvrages pour jeunes adultes avec des couvertures différentes simplement, afin que les adultes ne se tapent pas la honte dans le métro à lire de la littérature pour jeunes adultes. Ceci dit, je crois qu'aujourd'hui, on est un petit peu au-delà de ça, le stigmate associé à la littérature pour jeunes adultes a disparu maintenant, et je crois que l'intérêt que l'on constate tient au fait que la littérature pour jeunes adultes se centre vraiment sur des histoires de qualité et sur des personnages de qualité. Alors, je ne veux pas avoir l'air de dire du mal de la littérature pour adultes, mais ce n'est pas toujours le cas dans ce contexte-là. La littérature pour jeunes adultes n'est jamais ennuyeuse. C'est une littérature qui est souvent très rythmée, et je crois que c'est quelque chose que nous aimons tous lire. Nous avons tous envie de lire des bouquins qu'on ne peut tout simplement pas reposer. Et voilà à quoi est dû ce succès aujourd'hui. Alors en plus, je crois qu'il y a un phénomène inverse, c'est que par exemple dans les médiathèques, en fait il y a des rayons, donc vous avez rayon jeunesse, rayon adulte, et en fait les ados, au bout d'un moment ils vont puiser chez les adultes et ils n'ont pas du tout envie de se retrouver en jeunesse. Donc ça on va dire que c'est du témoignage de documentalistes de CDI. Et alors que les adultes n'ont pas forcément eux le réflexe de se dire oui mais en fait je ne vais pas aller en jeunesse, donc s'ils ont envie de lire un roman par exemple de 4, ils vont aller puiser dans la littérature young adulte. Donc je pense qu'il y a déjà ce premier phénomène qui fait que en plus je sais plus ce que je voulais dire. Donc bref, il y a ça, il y a le fait que la littérature young adulte finalement fasse aussi un pont entre l'adulte et la jeunesse. Tout bêtement, enfin, je pense à la collection Exprime chez Sarbacane qui est 15-30 ans, mais alors, en fait on lit quand on a 13 ans et quand on a 5 ans, enfin je veux dire que c'est pas... voilà. Et ensuite, là je rejoins aussi Kat, c'est le fait qu'actuellement j'ai l'impression que dans la littérature adolescente et jeune adulte, on se donne des libertés de ton, d'expression, d'explorer, de genre, qu'il n'y a pas forcément dans les autres, en fait dans la littérature adulte-adulte. Quand vous êtes en polar, vous avez du polar adulte, vous avez de la littérature blanche adulte, mais j'ai l'impression qu'en adolescent et young adulte, vous pouvez tout écrire, vous pouvez tout faire, et effectivement, c'est jamais... c'est des histoires qui comptent, les personnages sont généralement super attachants. En plus, voilà, on lâche pas les bouquins, on peut avoir une diversité de tons, de styles, on peut puiser à peu près partout. Et je crois que c'est ça qui fait actuellement la véritable force de la littérature jeune adulte. Je pense aussi que
l'adolescence est une période charnière et que en tant qu'adulte, finalement on n'a aucun mal à s'identifier à ces héros-là parce que on se rappelle très bien de cette période, nous aussi, les questionnements qu'on a eus et la personne qu'on était, qu'on n'est plus tout à fait aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on aime, enfin moi en tout cas personnellement, quand je lis du young adulte, ce sont des choses que j'aime retrouver en fait. Et qui me permettent un petit peu de m'évader, de réfléchir un peu différemment. Et effectivement, c'est aussi un genre dans lequel on souffre moins des codes et des barrières, donc qui permettent justement plus de choses et plus d'évasion. Voilà. Justement, par rapport à ce que vous dites, ce qui est intéressant, donc dans ce même article, qui date du 24 février, donc qui est relativement récent, il en vient à une autre conclusion et qui rejoint ce que vous disiez, à savoir qu'aujourd'hui on parle beaucoup de crise pour la littérature, de crise pour le livre, et qu'au final, la littérature young adult serait celle qui se porte le mieux, et que les livres young adult se vendent beaucoup mieux, beaucoup plus que les livres pour adultes, et que c'est un secteur qui se porterait au final vraiment bien. Donc comment expliquer ce succès? I don't know. I honestly have no idea. It's just the right books at the right time, and I think as the audience have responded to the books, the publishers are realizing that the audience is responding, and they're bringing out more books. I know in the UK, the number of young adult books published every year is just going up and up and up every year. Even my first book came out in 2011. You know, and I could, probably count on two hands the number of people who are sort of writing my kind of contemporary young adult books, and now there's too many to count. I see new ones on Twitter every day, and it's fantastic because the books are becoming more diverse, and now it seems like there's books for every kind of teenager, which I think is brilliant. Très honnêtement, je ne sais absolument pas comment répondre à votre question. Je dirais simplement qu'il s'agit de faire en sorte que les bons livres paraissent au bon moment. Je crois que cette littérature-ci trouve effectivement son public, et c'est parce qu'elle trouve son public que les éditeurs n'hésitent pas à en donner davantage à ce public. De fait, au Royaume-Uni, la littérature pour jeunes adultes décolle très rapidement. Je connais un nombre croissant d'ouvrages qui sont publiés chaque année. Vous savez, lorsque j'ai publié mon premier livre en 2011, il y avait très peu d'auteurs qui travaillaient dans cette filière-là, pour ainsi dire. J'aurais pu les compter sur les doigts de la main. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il y a d'innombrables auteurs qui travaillent dans cette veine. Il en apparaît tous les jours de nouveaux. Et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter parce que cela apporte également davantage de diversité dans ce genre. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a absolument pour tout le monde. Est-ce que aussi le fait qu'il y ait des... c'est juste une question que je me pose, parce que je n'ai pas beaucoup plus d'idées sur le coup. Le fait qu'il y ait des adaptations cinématographiques comme Hunger Games, comme Twilight, comme récemment Divergente, n'a pas aussi aidé finalement, non pas le genre à décoller, parce que je pense que ça allait déjà pas mal, en tout cas pour tout ce qui est littérature américaine, mais je dirais au niveau young adulte francophone, je suis en train de me demander si finalement ça n'a pas aussi donné aux éditeurs envie d'oser, et puis tant qu'à faire, briser des frontières, et tant qu'à faire, effectivement, publier de la dystopie, comme je pense là à la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, mais aussi publier de la SF ou publier du roman réaliste, et se rendre compte peut-être que oui, il y a un public qui est adolescent, qui est adulte, qui vient de partout, et qui a envie de découvrir finalement de nouvelles histoires. Oui, je pense que finalement c'est très fédérateur en fait, puisque ça convient aussi bien à des adolescents à partir de 13 ans, en gros. Et
ça touche aussi des adultes, ça plaît aussi aux adultes, donc nécessairement, déjà ça touche une plus large marge, et aussi par le fait qu'il y ait justement moins de code, et que le young adulte, ça peut très bien être du fantastique, des récits contemporains, voilà, et on aborde tout un tas de thèmes, de sujets, et du coup, forcément, ça séduit un large panel de gens, de lecteurs. Et en plus, je pense que du coup, effectivement, grâce aux films, les adaptations de romans young adultes, il y a aussi pas mal du coup d'ados, de jeunes adultes qui vont du coup s'intéresser aux livres. Et je pense que peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui lit plus que, en tout cas moi, ma jeunesse à moi. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore Harry Potter, bon, c'était pas encore très très à la mode. Voilà, maintenant je pense que c'est un peu plus en vogue de lire, et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que le roman young adulte a plus de succès aujourd'hui et se porte bien, contrairement à d'autres genres. J'aimerais qu'on s'intéresse en fait au premier terme de la rencontre, qui est la romance. Donc l'année dernière, il y avait une conférence sur exactement le même thème, donc la romance adolescente, avec Simone Elkeles et Sylvie Dogarty, qui elle, pour le coup, écrit vraiment de la romance adolescente. Donc ce qu'on a dit au départ, c'est que vous vous inscrivez plutôt dans la frontière du genre, et pourtant vous parlez quand même d'amour. Donc est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la romance à la Kat, la romance à la Charlotte, la romance à la Georgia? Quelle est votre romance? Oh, a cat romance. Well, I suppose not your average love story. Although, with A Kiss in the Dark, because it's a love story about two girls, I've had a few people say, oh, you know, at first you just think it's a normal love story. And I said, well, it is a normal love story. You know, gay people are normal too. But being a cat romance, there's a lot of horrible stuff that has to happen before the ending. I was really interested that you said a romance is a love story with a happy ending. Is that true? Always a happy ending? I've learned something today. So, yeah, some really horrible stuff happens. But I think that probably happens in every romance. I mean, there has to be the bit where you think they're not going to get together. You know, and everyone's crying and arguing, and then at the end they get together and it's all wonderful. So yeah, a cat romance has a lot of horrible, dark stuff happening. But I've only written one romance really, which is A Kiss in the Dark, and I'm really happy that people are seeing it for what it is, which is just a romance. Alors, décrire une romance 4, j'espère que je vais y arriver. Je commencerai par dire que ce n'est pas une histoire d'amour habituelle, je dirais ça. Bien sûr, dans A Kiss in the Dark, il s'agit d'une histoire d'amour entre deux filles, et parfois les gens m'expriment leur surprise en me disant « Ah mais je croyais qu'il allait s'agir justement d'une histoire d'amour normale ». Et à ce moment-là, je m'emprête de leur répondre « Ben oui, tiens, c'est une histoire d'amour normale, les gays sont des gens normaux, figurez-vous ». Ceci étant dit, si je devais définir la romance à la Kat, je dirais que c'est une romance qui s'appuie aussi sur des éléments peut-être beaucoup plus sombres. J'ai été très frappé lorsque vous me disiez tout à l'heure qu'une histoire d'amour, c'est une histoire qui se termine bien, de manière caractéristique dans la littérature. Si c'est le cas, ça m'étonne beaucoup. En tout cas, dans mes histoires à moi, je crois qu'il y a cette dimension un petit peu plus sombre. Il faut toujours introduire au cours de l'histoire cette possibilité que les choses se passent mal, que les deux personnages principaux ne se retrouvent pas à la fin. Et donc voilà, j'insiste là-dessus, cette dimension un petit peu plus sombre. Je précise cependant que A Kiss in the Dark, c'est finalement ma première romance, la première que j'écris, donc je n'en ferai pas non plus une caractéristique. Voilà. Et oui, parce que pour moi, en fait, pour moi, par exemple, autant d'Emporte le vent est une magnifique histoire d'amour, mais on ne peut pas dire que ça se termine
très très bien. Alors, c'est pas une romance. D'accord, alors pour moi, les romances à la Charlotte sont des romances qui généralement ont tendance à se terminer. Voilà. Mais je suis peut-être pas. Je crois que j'ai une histoire, mais qui n'est pas une romance, qui est une trilogie fantastique qui se termine vraiment bien, et un roman historique qui se termine effectivement où les protagonistes, d'ailleurs les deux filles, sont ensemble à la fin. Mais là, pour ce feu qui me consume, j'ai choisi La Dame aux Camélias, qui, en tout cas dans l'histoire originelle, se termine de manière tragique, puisque Marguerite Gauthier est une courtisane qui est atteinte de phtisie. Et voilà, et j'ai pas été beaucoup plus gentille avec mes personnages dans le feu qui me consume. Et je me rends compte qu'en fait, alors à lire de la romance historique et tout ça, je trouve ça super agréable. Mais pour en écrire, pour écrire en tout cas des histoires d'amour, du coup ça sera moins des romances, mais plus des histoires d'amour, j'ai besoin de violence, j'ai besoin de vengeance, j'ai besoin de tragédie, j'ai besoin de jalousie, éventuellement de crimes, de tromperie, de trahison, de trucs comme ça. En fait, j'ai un côté que je me rends compte que j'ai un côté hyper sombre. Hyper sombre. Voilà, donc romance Charlotte égale romance hyper sombre. Je vais pas être très originale pour le coup, parce que moi aussi, ce qui caractérise mes romances en général, c'est leur côté sombre. Ce que j'aime, c'est réunir des personnages tourmentés, torturés, qui sont complètement opposés et qui vont réussir malgré tout, malgré les embûches, à s'aimer et à trouver grâce à cette relation quelque part une forme d'épanouissement, même si c'est pas une fin en soi, mais voilà. Et c'est pareil, moi aussi j'ai besoin de violence, d'événements tragiques, que ce soit poignant, bouleversant, les faire passer par toutes les émotions possibles. Donc voilà, mes romances sont toujours compliquées, elles se font jamais simplement. Et voilà, en général, les personnages, surtout les protagonistes masculins, sont très sombres et torturés. Et voilà. Alors, comme nous sommes des lecteurs et que nous sommes très curieux avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? Kat, par exemple, un nouveau roman devrait sortir cet été. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Yes, I do. My next book is called The Lost and the Found, and I can't remember the French title because I'm terrible. It's coming out in April in France, and it's not coming out until July in the UK, so that's quite cool. It's about a 17-year-old girl called Faith. 13 years ago, when she was 4, her older sister was abducted from their front garden when they were playing in the garden. And her whole childhood has been dominated by her sister's abduction. She was never found, so there's a whole media storm surrounding her childhood that's kept on going since then. And the story starts the day when her sister reappears back in the same front garden she disappeared from. So 13 years have passed. Faith is now 17, and it's all about her dealing with the return of her sister. It's a bit more of a psychological thriller, I'd say. So it's a bit of a departure for me. And there's a really cool French character in it who is slightly based on my publisher, Len. So that's something to look forward to. Oui, tout à fait. Je m'apprête à publier au mois d'avril en France, l'ouvrage qui ne sera publié qu'au mois de juillet au Royaume-Uni, ça c'est assez cool. Un livre dont le titre anglais est Lost and Found. Malheureusement, je ne me rappelle pas le titre français juste là, je m'en excuse. Il s'agit en tout cas de l'histoire de Faith, qui est une jeune fille de 17 ans. Alors, à l'âge de 4 ans, enfin, lorsque Faith avait 4 ans, sa sœur aînée a disparu. Elle était kidnappée dans le jardin devant chez elle.
Elle a été enlevée donc, et pendant toute son enfance et toute sa jeunesse, Faith a été absolument obsédée par cette disparition et par le traitement médiatique qui en a été fait au fil des années. Et mon histoire commence en fait, donc 13 ans plus tard, lorsque Faith a 17 ans, et que sa sœur, qui avait été enlevée, réapparaît du jour au lendemain, dans le même jardin où elle avait été enlevée 13 ans auparavant. Il s'agit là de ce que je pourrais décrire comme un thriller psychologique, donc je vais explorer de nouveaux horizons littéraires. Dans ce livre, il y a aussi, je dis ça en passant, un personnage français qui est assez largement inspiré de mon éditeur, donc ça risque d'être assez marrant. Charlotte. Ma prochaine publication, oui, alors j'ai un roman adulte qui sort fin mai aux éditions Milady Roman, qui est donc en fait c'est pas une, non, là non plus ce n'est pas une romance. J'avais eu l'idée au départ de commencer à écrire une romance, et puis en fait en cours d'écriture je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'histoire d'amour qui m'intéressait. Mais en gros, ça parle donc de Fanny qui a tout juste 25 ans, qui vivait à New York et qui rentre en France pour essayer de décrocher un premier rôle dans un film. Et Fanny, en fait, a toute une jeune première. Elle est blonde, elle est jolie, elle est mignonne. Elle a joué au théâtre, elle a collectionné les rôles de Angélique, d'Agnès et tout ça. Mais elle, ce qui l'intéresse, ce serait d'avoir un vrai personnage. Un personnage fort, et le problème c'est qu'elle est complètement bouffée par sa famille, par ses doutes, par le fait de ne jamais oser et le fait d'être complètement verrouillée émotionnellement. En parallèle de ça, elle retrouve sa meilleure amie de lycée qui vient de se faire larguer de manière absolument lâche et nulle par son mec, c'est-à-dire qu'en gros il lui a fait un plan. Donc en fait, ça serait bien qu'on prenne un peu de temps pour voilà, chacun de notre côté, et puis 2 heures plus tard, il annonce sur Facebook, ça y est, je suis libre. Donc Fanny va aider son amie à se venger, et en parallèle, elle va rencontrer quand même un mec, parce qu'il faut, qui est un cascadeur spécialisé dans les cascades des cascades. Donc ça va être tout ce truc qui se mélange et qui font que Fanny va essayer de trouver sa voie dans tout ça, de rester loyale envers sa meilleure amie et envers elle-même. Et vous allez continuer à revisiter les classiques Oui, complètement. Là, je suis dans l'écriture du suivant. Et qui sera inspiré d'une pièce de théâtre, mais je peux pas vous dire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si ce film qui me consume est à la frontière de la romance, alors là, ce sera la frontière de la romance. Mais il y a quand même de l'amour. Voilà. Georgia. Alors là, je suis en train de travailler sur le 2e tome de mon autre série fantastique, Victorian Fantasy. C'est une série, alors pour le coup, un peu plus adulte, un petit peu Jane Austen à l'école des sorcières, sur fond d'univers victorien, steampunk, avec beaucoup d'aventures et bien entendu une romance. Je travaille aussi sur Hors de question, qui est en fait le 2e tome de ma romance Hors de portée. Alors, ce sera des tomes compagnons en fait. Parce que donc dans Hors de portée, on rencontre plusieurs personnages, dont les protagonistes Aidan et Scarlett, qu'on retrouvera dans le tome 2, mais ils ne seront plus au premier plan. Ce sera l'une des personnages secondaires qui deviendra l'héroïne. Et voilà, je vous en dis pas plus. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions dans le public? Alors bonjour, je ne suis pas une ado, je précise, mais quand vous décrivez la romance pour les ados, vous me faites peur parce que j'ai l'impression que ça doit être absolument horrible. Et moi quand je lis de la romance, c'est pour voir quelque chose de rose, et en fait chez vous c'est rouge, je dirais. Et donc est-ce que c'est symptomatique de ce qui est actuellement offert aux adolescents, c'est-à-dire des choses très tourmentées,
voir à peine de la romance comme on parlait des frontières, ou est-ce que c'est parce que c'est juste le choix qui a été fait ce soir, ou vraiment c'est la tendance actuelle de proposer ça aux jeunes adolescents. Merci. Well, I think there are all kinds of books. I think it maybe just so happens that the three of us deal with quite dark topics. But certainly in the UK there are plenty of lighter, happier, less dark romances. I just think it's about providing an array of books for different readers. And also, when I think of sort of the TV programs that young people are watching these days, the parents think is fine for teenagers to watch, they are very dark. I think sometimes people find it harder to deal with darkness in books for teenagers, but I think the fact that teenagers respond to them shows that there is a need for these books. Bon, je crois tout d'abord qu'il existe des livres de toutes sortes aujourd'hui. C'est peut-être surtout une coïncidence le fait que nous soyons trois ici sur cette scène à évoquer des univers un petit peu plus sombres. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Je peux dire en tout cas qu'au Royaume-Uni, il y a énormément de livres pour jeunes adultes qui sont publiés, qui sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaires, beaucoup plus heureux finalement. Et je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est précisément de proposer tout cet éventail afin que chacun puisse y trouver son compte. Par ailleurs, je suis frappé par le fait que les programmes de télévision qui s'adressent aujourd'hui aux jeunes adultes sont pour le coup extraordinairement sombres aujourd'hui. En fait, que ce qui est accepté, notamment par les adultes, à la télévision, ne l'est pas nécessairement dans la littérature qui s'adresse aux jeunes adultes. Et je crois que les jeunes adultes sont parfaitement capables d'encaisser tout ça. Il y avait une autre question. Bonjour. Moi, je voulais poser une question par rapport au traitement des tabous liés à la sexualité dans vos romans. S'il y en a, je vous avoue ne pas avoir lu encore vos romans, mais ils ont l'air vraiment très chouettes, en tout cas. Et je voulais savoir si justement le fait d'écrire pour des jeunes adultes, des grands ados, appelez ça comme vous voulez, fait en sorte qu'on soit plus libre ou qu'il y a quand même une certaine contrainte liée à l'exposition d'une certaine sexualité que les ados sont clairement en train de découvrir dans leur vie. Du coup, je vais prendre la parole. En fait, je dirais que par rapport à la jeunesse, c'est-à-dire on va dire 10-14, on a plus de liberté. Moi, quand j'écris un roman young adulte, je ne me pose même pas de questions, c'est-à-dire que oui, ils couchent ensemble, oui, ils s'embrassent, oui, il peut y avoir des choses plus ou moins violentes qui se passent, mais en fait, tout est dans la suggestion. Dans ce film qui me consume, bon, il y a une scène qui, oui, Armando et Violetta font l'amour près de San Miniato, qui est une très belle église de Florence. Je le dis, mais je ne vais pas passer 3 plombes à le décrire. Ce qui est vraiment intéressant quand on écrit, je trouve, pour les jeunes adultes et les adolescents, c'est que tout vraiment est dans l'évocation. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Alors, moi, en revanche, en ce qui me concerne, je n'étais pas partie dans l'idée de faire une romance young adulte et donc de m'encombrer des codes qui m'empêcheraient d'écrire les scènes telles que je voulais les décrire. Donc, dans Les Larmes Rouges, à partir du tome 2, il y a des scènes sensuelles que je décris de façon réaliste. Et j'ai pris le parti de le faire comme ça parce que moi c'était comme ça que j'avais envie de le raconter. Les adolescents, ils trouvent leur compte quand même parce que ils sont concernés aussi à un certain moment de toute façon par la sexualité et donc je pense que ça leur parle quand même, voilà. I've never really come up
any problems in terms of what I write or any taboos. I don't think I've really tackled taboos because I don't think of teenage sexuality as a taboo necessarily. And obviously I am writing for teenagers, so I'm not going to write a 10-page sex scene. I don't think that's quite appropriate. But I still use some fairly graphic language. But I do write for older teenagers, so I don't think there's really a problem with that. And I don't really censor myself. I just like George said, I just write the way I want to tell the story, and unless my editor tells me differently, that's what I do. Très honnêtement, moi je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré le moindre tabou dans mon écriture. Je n'ai pas cette impression-là. D'ailleurs, je ne crois pas que la sexualité adolescente constitue un tabou aujourd'hui. De fait, je suis bien consciente que j'écris plutôt pour des adolescents ou des jeunes adultes, donc je ne vais peut-être pas écrire de longues scènes de sexe sur 10 pages, mais cela étant dit, moi j'écris dans une langue qui est absolument sans ambiguïté, peut-être aussi parce que je m'adresse à des jeunes adultes plutôt plus âgés, mais enfin, ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais censuré mon écriture, j'écris mes histoires comme j'ai envie de les écrire, et à moins vraiment que mon éditeur ne me mette le haut là, je ne me sens pas contrainte là-dessus. Donc la conférence touche à sa fin. Kat, Charlotte, Georgia, merci beaucoup pour votre présence, pour votre enthousiasme et votre honnêteté durant la conférence. Et merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. Je pense vraiment qu'on est les héritiers encore maintenant de Harry Potter. C'est la génération Harry Potter qui avait lu aussi Pullman, qui est arrivé à Twilight à l'âge de l'adolescence, qui a fait un Garden Divergente et pouf, qui est maintenant dans des